Ok, bon bah je pense qu'il commence à y avoir un peu tout le monde, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, conférence, réalité virtuelle. On va commencer par parler des enjeux d'un marché complexe. Donc je pense que pas grand monde connaît le marché de la réalité virtuelle. Je pense que là, si je demande déjà, est-ce que quelqu'un connaît la réalité virtuelle, ça va être dur. Petit test, main levée, est-ce que quelqu'un connaît la réalité virtuelle? Ça fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça fait pas beaucoup sur un amphi de 60. Ok. Donc, la réalité virtuelle, aujourd'hui, on va voir ce que c'est, on va voir ses enjeux, on va voir le marché, les perspectives, on va faire des tests, on va s'amuser, puis surtout, ça va être l'occasion d'apprendre pas mal de choses et de voir un marché porteur qui n'a pas encore été vraiment soutenu en France. Si tu peux passer à la première slide. Donc, on va commencer gentiment. Définition, comprendre ce que c'est, avant de vous blinder la tête avec tout un tas de notions compliquées. Le champ d'application, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la réalité virtuelle a une utilité, je vous jure. L'historique, parce qu'il y a un historique aussi, et il est plus ancien que vous pourriez le croire, beaucoup plus. Et aussi l'impact humain, parce que ouais, il y a un impact humain, et c'est pour ça que la réalité virtuelle ne se porte pas très bien en ce moment. Donc, ensuite, on va parler du marché. La technologie actuelle, l'ergonomie, c'est important, c'est un point très important. Les attentes du consommateur, aussi. Et un exemple d'échec commercial, c'est important. Il y en a eu, plein, beaucoup. Et l'avenir du marché grand public. Vas-y, tu peux y aller. Donc, pour comprendre les enjeux de la réalité virtuelle, il faut aussi comprendre à quoi ça sert, ce que c'est et comment on l'utilise. Et actuellement, on l'utilise beaucoup, beaucoup plus que vous pourriez le croire. Donc, de gauche à droite, premièrement, ici, c'est un chercheur de la NASA qui est en train d'utiliser un casque de réalité virtuelle. C'est un prototype, il n'a pas de nom, donc ne me demandez pas le nom. Et il est en train de simuler tout un tas d'expériences pour du matos qu'il utiliserait dans l'espace. Voilà. Ça, c'est une des premières applications scientifiques. Donc la science, la recherche, ce genre de choses. Ensuite, ici, on a un chercheur du CNRS qui est en train de s'amuser avec un énorme casque, qui est plus gros que sa tête, et il est en train de simuler la gestion de données. Voilà, donc ça c'est aussi un autre usage scientifique. Et ici, un petit militaire qui est en train de s'amuser à gérer un hélicoptère dans un simulateur de vol. Bon, c'est assez classique. Après, on a des usages un petit peu moins classiques, donc quelqu'un qui est en train de s'entraîner à passer le permis de conduire dans l'environnement de réalité virtuelle. J'ai testé, c'est pas super. Entre autres, avec ou sans le micro, parce que... Ouais, sans le micro, c'est mieux. Ouais, bah si tu arrives, c'est bon. C'est un peu pourri, quand même. Ok. Donc, la réalité virtuelle, on l'utilise vraiment pour un peu tout dans la vie. On n'y fait pas encore attention, mais dans pas longtemps, on va aussi l'utiliser pour le business. Parce que manipuler des données sur un classeur Excel pendant une réunion sur son ordinateur portable, c'est bien. Le manipuler demain avec ses mains et des données un peu à la Iron Man, Star Trek pour ceux qui connaissent, c'est la définition de la réalité virtuelle, elle est super simple. Je l'ai même résumée en 4 phrases. La réalité virtuelle, c'est immerger quelqu'un dans l'environnement virtuel, simulé sur un ordinateur. Voilà, c'est classique. Ça, on pourrait dire en se limitant à cette phrase, c'est que on est dans l'environnement virtuel, mais pas vraiment. Sa finalité, c'est d'intégrer les sens, donc toucher, le bruit, je ne vais pas les citer tous, dans le monde artificiel. Voilà, ça, c'est la définition de réalité virtuelle, c'est un truc classique. Il n'y a pas plus simple comme définition. Regardez pas la définition de Wikipédia, c'est la même dans Tarabiscote. Donc, pour comprendre un peu le principe de la réalité virtuelle, je pense que beaucoup de personnes connaissent le film Matrix. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ici, dans Matrix, on a Neo, le protagoniste principal, qui est relié à la Matrix, donc son environnement virtuel, par une prise dans la tête. Bon, j'espère que ça n'existera pas encore en tas de temps, ce truc-là. Et ici, on a une femme qui relie un ordinateur avec tout un tas de périphériques sur la tête. Ça, malheureusement, ça existe. Moi, j'en ai arrivé aussi sur place aujourd'hui pour faire les tests. Donc, pour bien comprendre aussi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire que la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée, et bien, non. Bon, c'est pas vraiment ça. En fait, il y a vraiment différents degrés de réalité virtuelle. Et ces degrés, ils sont aux antipodes les uns et les autres. Donc on a l'environnement virtuel, et de l'autre côté, l'environnement réel. Donc, je
suppose que les gens qui ont déjà fait des cours, les IJV ici, je sais qu'il y en a dans la salle, quelques-uns, ont déjà fait des cours sur la réalité augmentée. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de cours là-dessus, je vais vous faire un résumé rapide. La réalité augmentée, c'est une technologie que vous avez sur certains téléphones pour faire en sorte que quand vous cliquez avec votre caméra un QR code, ou un QR code, c'est ces fameux codes en fait qui ressemblent à un espèce de logo Space Invasion. Et quand vous filmez avec votre téléphone, vous pouvez générer un personnage en 3D. Donc c'est inclure des éléments 3D dans l'environnement réel. Voilà. Et ça, c'est aux antipodes de la réalité virtuelle, qui est d'intégrer un utilisateur humain dans l'environnement en 3D. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi la réalité mixte qui est un peu des deux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un peu la sœur de la réalité virtuelle. C'est pas l'objectif du jeu. Pour bien comprendre ce qu'est la réalité augmentée, en fait, toute la partie, c'est vraiment une branche de la réalité virtuelle qui est totalement aux antipodes de la réalité virtuelle. Voilà. Et malgré la différence de principe, on profite des mêmes technologies sur les deux, et en plus on a les mêmes enjeux, les mêmes limites technologiques. Donc ça c'est un exemple que j'ai voulu vous mettre pour bien comprendre le principe. Vous mettez une petite carte devant la caméra de votre appareil, par exemple un téléphone, une caméra, et en filmant la carte, en fait, le processeur de l'appareil va calculer l'emplacement d'un élément en 3D. Voilà. C'est que là, sur cette carte d'un joueur de baseball, on se retrouve avec le joueur de baseball en 3D, sur la caméra. On peut incliner, on peut tourner, etc. Ça, c'est la réalité augmentée, c'est le principe. Alors maintenant, les champs d'application. Il y en a un paquet, des champs d'application, vous ne pourrez pas les couper. Et le premier, c'est la recherche scientifique. Le second, c'est la formation. Et la formation, s'il y avait un client en particulier qui est intéressé par la réalité virtuelle, c'est vraiment tous ceux qui ont besoin de formation, y compris nous, ici à l'ESGI, on pourra avoir besoin de réalité virtuelle. Peut-être qu'un jour, on va remplacer les profs et qu'on mettra tous un casque de réalité virtuelle chez nous. On sera dans des salles virtuelles et qu'on fera cours avec un robot ou ce genre de choses. Enfin, peut-être pas avant longtemps d'ailleurs. Voilà. Donc la formation aussi, ce qui est intéressant, c'est que le domaine spécifique ont besoin d'énormément de formation. Je pense en particulier à l'aérospatiale. On ne peut pas envoyer des fusées dans l'espace pour entraîner des pilotes. Juste pour ça. Donc, on est bien content d'avoir la réalité virtuelle pour mettre par exemple les pilotes de F1 à l'intérieur d'un simulateur pour qu'ils puissent s'entraîner, un pilote de chasse pour qu'il puisse lui aussi s'entraîner, etc. Donc tous ces domaines où on ne peut pas spécialement se former facilement sont très friands de réalité virtuelle et ils peuvent vraiment laisser libre cours à leur capacité à s'entraîner dans des environnements virtuels. Ce qui inclut pour les militaires de se tirer dessus. Évidemment, dans l'entraînement, on ne va pas se tirer dessus avant le réel, ce sera un peu dommage. En réalité virtuelle, voilà. Ensuite, le divertissement. Enfin, je pense que ça, tout le monde l'a compris, le divertissement, il y en a pas mal dans cette salle, je pense. Qui s'imaginent déjà jouer aux jeux vidéo avec un casque de réalité virtuelle. Bah, c'est possible, on va même le faire tout à l'heure. Il y a une autre gamme de divertissement très très vaste. Par exemple, les films. Un jour, on sera dans les films et on pourra vraiment se balader à l'intérieur du film. C'est possible avec des caméras 360 degrés, c'est une technologie à l'étude, technologie française non plus. Voilà. Dans la matière du divertissement aussi, il y a tout un tas d'autres industries qui sont intéressées par la réalité virtuelle. Et en matière de psychothérapie, il y a aussi un énorme besoin. Donc ça peut sembler bizarre, mais j'y reviendrai dessus dans les impacts suivants. Tout ce que vous voyez en réalité virtuelle, pour votre cerveau, il interprète, au moins en partie, comme action réalisée dans la vie. C'est pour ça qu'en fait, on observe principalement aussi dans l'armée, simuler par exemple des situations périlleuses, ce genre de choses. Et c'est en particulier utilisé dans la psychothérapie pour les gens qui ont perdu un membre. Actuellement, en fait, on utilise beaucoup de casques de réalité virtuelle pour des personnes qui ont subi des traumatismes, ce genre de choses, pour qu'ils puissent se guérir. Traumatisme psychologique, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a vraiment un usage dans la psychothérapie qui est important et peut-être un jour dans la psychanalyse ou d'autres domaines qu'on n'a pas encore exploré. Ensuite, la réalité virtuelle, c'est vraiment utile pour tout ce qui est architecture et urbanisme. Peut-être que demain, vous irez visiter votre agence de tourisme pour aller voir la Malaisie et au lieu d'y aller physiquement, pour savoir si ça vous plaît, vous irez d'abord dans l'environnement virtuel. Vous vous baladerez dans le pays et vous essayerez de voir si ça vous intéresse. Ou
visiter votre maison, votre future maison, en 3 dimensions. C'est déjà une étude, il y a déjà des tests qui ont été faits dans ce sens-là, qui sont assez concluants d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup aux gens. Et c'est mieux de se représenter son futur domicile sur un plan 3D qu'un plan en 2D qui n'est pas forcément comme ça. Et surtout, pour les agences immobilières, ce sera un gain de temps phénoménal. Parce que quand on y pense, faire visiter des maisons, ça leur prend énormément de temps. Et des fois, ils aimeraient bien avoir d'autres choses à faire que de faire ça. Voilà. Et l'art et la création artistique, ça peut sembler dérisoire, mais oui, on peut faire revivre des œuvres d'art dans l'environnement de réalité virtuelle. Et ça va être des très bons consommateurs, je pense, de réalité virtuelle quand ça se sera démocratisé. On pourra peut-être aller visiter des musées. J'emploie beaucoup peut-être parce que la technologie est encore balbutiante, mais peut-être on pourra visiter les musées, se balader un peu partout chez nous. Et visiter des galeries d'artistes qui n'ont pas les moyens forcément de se payer des salles pour montrer leurs œuvres. Voilà. Ensuite, pour le téléguidage, alors ça peut sembler un peu bizarre, mais ouais, il faut vraiment guider des appareils avec un casque de réalité virtuelle à distance. Et c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui habille une souris. Je pense en particulier aux pilotes de drones, ce genre de choses, pilotes de véhicules qui permettent d'aller rechercher des blessés en cas d'accident, ce genre de choses. Et pour le soin psychologique aussi, ouais, parce qu'il y a aussi des pathologies qui peuvent se guérir, comme les traumatismes de guerre, ou ce genre d'arachnophobie, les gens qui ont peur du vide peuvent se guérir en simulation de réalité virtuelle. C'est pas trop ça encore, c'est encore avec le médication dans un simulateur de réalité virtuelle avec le parachuté, ou le parachuté en vrai, la réaction sera toujours différente, mais au moins il aura un a priori un peu moins négatif. Il aura déjà vécu en réalité virtuelle. Dans les champs d'application, quelque chose de très important pour la réalité virtuelle, c'est que les outils sont semblables. Donc on a toujours forcément un casque pour la vue, des manettes pour le toucher, pour le déplacement, un casque aussi pour le son, pour les oreilles, et on a surtout des manettes, tout un tas d'équipements très semblables, avec une utilisation parfois radicalement différente. Et je pense en particulier à ces deux exemples. Donc je suppose que pas beaucoup de personnes le savaient, mais on fait du prototypage en réalité virtuelle actuellement. C'est une technologie qui est déjà éprouvée, qui est déjà en test actuellement, qui est utilisée en particulier par Peugeot, Citroën. Et Peugeot, avant de lancer sur le marché un produit, le fait tester en réalité virtuelle. Voilà. Ça peut sembler bizarre, mais l'utilisateur avec le casque, il va vraiment pouvoir faire un test de l'ergonomie sur le véhicule tout en réalité virtuelle. J'avais vu à l'époque avec un habitat et pour la ville, quand c'était encore en fauteuil. Et l'utilisateur qui l'avait fait en test pouvait tester l'emplacement du volant, ce genre de choses. Chose qu'on ne peut pas faire une fois que l'appareil est fait et réalisé. On a beaucoup de mal à se visualiser quelque chose et la réalité virtuelle, ça va beaucoup aider à avoir un aperçu de la réalité sans avoir à passer par une phase de production, ce genre de choses qui leur font perdre énormément de temps. Et avec les mêmes outils, l'armée américaine s'entraîne pour le combat, pour faire la simulation, ils s'entraînent, alors que c'est exactement les mêmes outils pour le prototypage et pour l'entraînement de l'armée. Donc on va parler un peu d'historique. La réalité virtuelle, ça date pas d'hier, en fait c'est même d'avant-hier. Ça existe depuis 1965. Voilà. Donc c'est assez vieux, ça a été inventé au MIT, dans un laboratoire qui était assez en avance sur son temps, on peut le dire. Et on doit surtout à Ivan Sutherland, qui a commencé des études sur le premier casque de réalité virtuelle, qu'il avait dénommé The Ultimate Display. Voilà. Moi j'aurais pu l'appeler le gadget ultime parce qu'en fait c'était un énorme casque qui était relié sur des jumelles, qui était relié sur des écrans, qui était maintenu au plafond par un énorme bras mécanique. Ses collègues s'étaient rendus compte que c'était un petit peu dangereux parce que ça tenait pas très bien, et ils avaient appelé ça l'effet de Damoclès. Ils avaient peur que ça leur tombe sur la gueule quand ils étaient en train d'essayer. Voilà. Et en plus c'était assez limité à l'époque, hein, parce que ça affichait juste un cube en 3D qui tourne. Et attention, il tournait en fonction du regard de la personne. C'était déjà une grosse avancée. Donc ce monsieur Sutherland a vraiment créé le concept à la base de la réalité virtuelle augmentée en 1965.
il a un impact humain très important sur la réalité virtuelle. On a tendance à pas souvent en parler, mais les personnes qui vont utiliser la réalité virtuelle vont avoir des impacts physiques que je vais pouvoir vous démontrer tout à l'heure s'il y a des gens qui ont peur des araignées, comme la fille qui est en train de se cacher là. Des problèmes d'oreille interne, ce genre de choses. Donc, surtout en parlant de l'oreille interne, ça je pense que tout à l'heure vous aurez tous un peu le droit. La première fois qu'on teste un casque de réalité virtuelle, on a tendance à être un peu désaxé. Parce que ce qu'on voit à l'écran n'est pas forcément ce que notre corps envoie, ce que notre oreille interne envoie à notre corps. Voilà. Donc l'oreille interne stimulée par l'usage de la réalité virtuelle, c'est un gros problème. Surtout chez les gens qui ont du mal des transports. Même vomir. Voilà. Puis en parlant souffle, c'est à cause des souffles ORL, ça pollue le investissement si l'appareil est très mal calibré. Bien sûr, aujourd'hui je l'ai bien calibré. Oui, la réalité virtuelle à poil. Un usage important de la réalité virtuelle, c'est que ça peut déstabiliser aussi l'équilibre de l'utilisateur. Et pour une durée un peu longue. Voilà, ça m'est arrivé une fois de sortir d'une grosse session, d'être totalement déséquilibré. Heureusement, il n'y avait pas la police dans le coin, donc j'étais pour la proteste. Et au niveau de psychologie, il y a aussi un très très fort impact. Et le premier, en fait, c'est que le cerveau humain, il va réagir de façon plus ou moins identique à ce qu'il voit dans le casque que ce qu'il voit dans la réalité. Alors je ne vous dis pas que si jamais quelqu'un vous tire dessus et vous tue, vous allez avoir la même peur que si quelqu'un vous est rentré. Mais votre cerveau, lui, votre psychologie, va l'interpréter pour de vrai. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans l'entraînement de l'armée. Ils s'entraînent vraiment à acquérir des mécanismes en recréant des situations ad vitam aeternam où ils se font tirer dessus, où ils se font tuer, histoire d'être capable psychologiquement de savoir les meilleurs réflexes à mettre en place le jour où ils seront vraiment tirés dessus. Voilà. Donc, particularité, c'est que l'utilisateur peut reproduire un comportement ou un geste qu'il a appris en environnement virtuel. Ça va le faire pour de vrai. La psychologie d'un individu peut être altérée par la réalité virtuelle. Ça, je pense que c'est encore débattu. Il y a encore beaucoup de personnes qui débattent sur ce sujet-là, en particulier au CNRS, au MIT encore, beaucoup d'autres universités font encore des recherches là-dessus, mais il semblerait que ça puisse altérer la réalité, la perception et la pensée d'une personne. Voilà. Sinon, la réalité virtuelle peut aussi accentuer certaines pathologies psychiatriques. Ça, on s'en est rendu compte en faisant des tests avec les premiers Oculus Rift sur des personnes qui étaient atteintes de pathologies mentales et parfois elles se sont aggravées, parfois elles se sont calmées. Il n'y a pas eu d'études là-dessus. C'est encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà. On a vraiment lancé la technologie de la réalité virtuelle avant de mesurer les impacts physiques et psychologiques des utilisateurs. Donc, maintenant je vais vous parler un peu du marché de la réalité virtuelle grand public. Et là je pense que ça va être un petit peu plus compliqué parce que je pense que personne ne connaît, quasiment personne, d'outils de réalité virtuelle grand public. Je vais me tromper, mais là encore je vais faire un petit test à main levée. Qui a déjà utilisé un casque de réalité virtuelle ici? L'Oculus. Ça fait 3. Futuroscope, ça compte aussi. Ok. Ouais, le Futuroscope, c'est bien parce qu'ils sont vachement avancés sur leur temps. Et ils avaient déjà commencé à faire de la réalité virtuelle dans leur parc en 98-99. Et après, Astérix avait fait à peu près la même. Et pareil pour Disney. Mais pour le moment, le marché de la réalité virtuelle grand public, c'est pas trop ça. Pour preuve, c'est que personne ne connaît vraiment grand-chose dessus. Voilà. Et je pense que c'est à peu près pareil pour la Wiimote. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a touché à Wii. C'est quoi le Évidemment, c'est que sur le Wii. Bon, bah, vous avez fait la réalité virtuelle en partie sans le savoir. Voilà. Il y a quand même des appareils de réalité virtuelle qui sont sortis, que beaucoup de monde a utilisé, mais qui n'étaient pas utilisés au maximum de leur capacité. On a du mal à les assimiler à la réalité virtuelle. Voilà. Donc, niveau technologie, ça c'est super important. C'est le nerf de la guerre de la réalité virtuelle. C'est ce qui explique pourquoi en fait il n'y avait pas tant de monde que ça dans la salle qui avait déjà utilisé un outil de réalité virtuelle. Parce que la technologie n'est pas au point. En matière de technologie, il faut savoir que le réalisme, c'est le critère numéro 1 pour qualifier la qualité d'un appareil de réalité virtuelle. Plus il est réaliste, plus il a accompli son but, plus il a accompli son objectif, plus il est proche de la réalité, plus vous êtes vraiment, voilà, le meilleur outil. Mais actuellement, c'est pas vraiment ça. Donc, la recherche et le développement, c'est le nerf de la guerre pour le moment dans la réalité virtuelle.
Et croyez-le ou non, mais en France, on se situe plutôt bien, et c'est à la portée de n'importe qui. Je peux même vous le dire, parce que le prototype de casque qu'on a là, un Oculus Rift, qui n'est pas encore sorti sur le commerce, a été conçu par un étudiant américain d'âge de 19 ans, qui était passionné de réalité virtuelle, et il a fait ça dans son garage. Et en parlant dans l'obscur forum, il est tombé sur des investisseurs qui ont su trouver le bon filon, et hop, ils ont sorti la planche à billets. Voilà. Et il faut savoir que vous aussi, vous pouvez peut-être faire un jour dans votre garage un casque de réalité virtuelle, et vous allez pouvoir peut-être le vendre aussi. Peut-être que vous allez faire un flop, comme pas mal de personnes qui font des casques de réalité virtuelle. Ça c'est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de flops dans ce domaine, parce que souvent ça reste vraiment dans des domaines particulièrement privés. Par exemple pour les écoles qui sont très en avance sur leur plan, pour l'armée, pour l'industrie, vraiment dans l'usage privé. Et une grande public n'a pas forcément la chance de mettre la main sur ce genre de petits bijoux. Donc pour un certain temps, tant qu'on n'aura pas certaines technologies, la réalité virtuelle ne va pas forcément se démocratiser. Alors pour vous parler un petit peu de technologies qui sont attendues, même si c'est plus trop d'actualité parce qu'il commence à y en avoir un paquet, on a les dalles d'écran en 4K, donc résolution créative, c'est des dalles qui sont beaucoup plus intéressantes pour la réalité virtuelle parce qu'elles ont de pixels dessus que sur les dalles qu'on a actuellement. Et ce sera peut-être une révolution pour les années 2014-2015, donc vraiment la porte. Après, on a aussi la démocratisation des interfaces cerveau-machine, qui servent des ondes, des neurones pour essayer de guider les objets en 3D. C'est plutôt intéressant, mais c'est vraiment très philosophique. Ça intéresse pas mal d'investisseurs. Microsoft, Sony, l'armée est très intéressée, et puis surtout le business. Les entreprises sont particulièrement intéressées à essayer de pouvoir guider un ordinateur Excel par l'océan. Enfin, je sais pas vous, mais des fois j'ai un peu la flemme et j'aimerais bien pouvoir guider mon ordinateur par la pensée pour voir qu'il travaille tout seul. En matière de technologie, on doit proposer avec un paquet de limites, des limites vraiment très limitantes, j'ai envie de dire. Et la première, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en réalité virtuelle. Il faut penser en premier à la sécurité de l'utilisateur. C'est assez normal quand même. On ne peut pas coller un casque de 400 kg sur la tête de quelqu'un. On ne peut pas coller un écran avec une qualité flouée et une rémanence ridicule, sinon la personne va se bousiller les yeux au bout de 2 heures d'utilisation. Donc il faut faire attention à tout un tas de critères importants pour maintenir la sécurité de l'utilisateur. Par exemple, chez les câbles électriques, on fait en sorte que l'utilisateur se frappe pas la vue. En matière d'alimentation électrique, justement, souvent on a le dilemme en réalité virtuelle. Est-ce qu'on va alimenter le périphérique avec une batterie ou avec un câble? Et en général, on choisit le câble électrique parce que la batterie, ça alourdit le poids du périphérique. Et c'est vrai que ça peut sembler bizarre, mais passer d'un casque comme celui-là, qui fait 200 grammes, c'est très léger, on peut vraiment porter sur la tête pendant au moins 1 heure. Si on rajoute une batterie devant qui est assez conséquente, qui va lui permettre d'être autonome pendant une demi-heure ou 3 heures, il va peut-être doubler de poids. C'est supposition, ça dépend du type de batterie. Et si on se le colle sur la tête comme ça et qu'on reste avec ce poids-là pendant 1 heure, on se bousille les cervicales. Donc, toujours cette histoire de l'alimentation électrique. Et bien souvent, on reste au filaire. Je vais vous parler d'ergonomie après, mais ça va être marrant. Je pense que là, vous avez déjà vu en matière d'ergonomie, c'est vraiment génial. Il y a des câbles partout sur la table, c'est dégueulasse. Ça s'en mêle, et quand on l'utilise chez soi, au bout de 2 heures ou 3 heures, c'est inquiétant là. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on a aussi la question de la surchauffe. Très important. Les appareils électriques, que ce soit les appareils ordinateurs, un téléphone, on pense toujours à faire en sorte que l'appareil surchauffe le moins, pour éviter de se cramer les doigts et autres joyeusetés, et surtout pour éviter que l'appareil ne se bousille tout seul. Parce que ça peut se bousiller tout seul si ça surchauffe. Donc là aussi, on a tout un tas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des ventilateurs? Alors, un ventilateur sur un casque, si tu mets le ventilateur, la batterie, en fait, il faut aussi que l'utilisateur s'écarte dans la vie, c'est évident. C'est fini. Tu mets le câble des 200 grammes et t'as 1 kg sur la tête. Et à ce niveau-là, autant porter un casque médiéval et faire des boucles dans la manche. Clairement. C'est ça, hein, c'est vraiment des questions d'ergonomie qu'on se pose et qui sont ambiguës.
Après, on a aussi la question de l'envoi et de la réception de données. Si on fait du sans fil, comment on va faire? Je suis sans fil, je suis en train d'envoyer des données, je suis à 500 km du récepteur. Il y a un problème, on ne peut pas. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont dire en rigolant, ouais, bah, le Bluetooth. Le problème du Bluetooth, c'est que le Bluetooth, il y a une limite de données. Et pour envoyer un flux en 1080p pour s'afficher sur nos nouvelles dalles, ça ne marchera pas. On ne peut pas envoyer de flux vidéo très important en Bluetooth. Alors les gens me diront en Wi-Fi. Ouais, mais le Wi-Fi est limité. Donc on ne pourra pas forcément envoyer énormément de données à la seconde comme ça vers le casque. Alors après, il y a la question du clave. On est la stratégie système D, grand classique, on te file un câble, puis on va te filer un autre câble pour relier l'utilisateur à l'ordinateur, et on s'en sort plus. Donc tout ça, c'est des limites technologiques qu'on ne calcule pas forcément de suite quand on a l'appareil dans les mains, mais quand on l'utilise au bout d'une heure et qu'on se rend compte qu'on a 50 câbles autour, là on se rend compte qu'il y a vraiment une limite technologique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la miniaturisation des composants. Des fois, on s'emballe avec son casque, on est bien content d'avoir un écran plat dedans, et en fait, l'écran plat, il est plat parce que derrière, il y a tout un tas de composants de merde là, qui s'accumulent et qui vous bloquent totalement la vue. Voilà. Parce que je pense que les gens qui ont des iMac, en fait, s'en sont déjà rendus compte. Votre écran, il est tout plat, c'est super, et puis en fait, il y a une tonne de câbles derrière. Et ça, on ne vous le montre pas sur les stands de Apple, puisque on a envie de vous écouter du trop de quoi. Donc, en matière de limites technologiques, là, on est gâté. Et ça explique aussi pourquoi ça ne se démocratise pas. Parce que maintenant, on est un peu dans l'ère du tout sans fil, dans l'ère du tout s'utilise en un claquement de doigts, etc. Mais c'est pas compatible actuellement avec la technologie qu'on a. On est actuellement avec plein de câbles. Il faut être particulièrement concentré sur ce qu'on fait. On a fait de se bourrer de câbles et de tout tourner. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Ça, c'est une limite technologique super importante. On ne peut pas mettre sur le marché un produit qui n'est pas ergonomique. Il va se faire jeter, les gens l'achètent pas. Et les reviews, les gens qui ne sont pas connaisseurs du domaine de la réalité virtuelle, ils vous assassinent. C'est ce qui est arrivé chez Sony. Sony a sorti un casque de réalité virtuelle en 2011. Ils se sont fait assassiner sur les limites technologiques. Pourquoi il y a un câble, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi l'écran est long, pourquoi le casque est mal posé. Et du coup, ils se sont fait négocier. D'ailleurs, je pense que personne n'a entendu parler du casque de réalité virtuelle. Il y en a quelques-uns. Bon, bah, voilà. Pardon. 2, 1, 2. Ça fait pas beaucoup, mais il y en a au moins 2. Ils n'ont pas voulu communiquer sur ça, parce qu'en fait, c'était aussi un test. C'était un peu un test à chaud. Ils essayaient de vérifier le marché de l'entreprise, est-ce qu'on peut sortir ce genre de casse. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser? Donc la réponse pour le moment, c'est non. Clairement, d'après la salle, sur l'échantillon de 80 personnes, on est plutôt à une majorité de non et 2 personnes qui ont entendu parler. C'est pas beaucoup. Et en matière de limites technologiques, on en a toujours 3 qui sont un petit peu redondantes. Donc le câble, j'en ai déjà parlé, le Wi-Fi, etc. On ne peut pas envoyer de flux vidéo. Quand on fait de la réalité virtuelle, c'est vachement important que ce qui est affiché en face de vos yeux soit synchronisé à la milliseconde avec ce que vous allez faire comme déplacement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer un flux 1080p par un câble vers le casque et il est synchronisé à 2 millisecondes. C'est vraiment très peu. Ce genre de technologie-là, elle n'est pas supportée par le Wi-Fi. On ne peut pas envoyer un flux de 1080p, donc une grosse quantité d'images, grosse quantité de vidéos, en Wi-Fi. Et en plus de ça, avec un temps de réponse de 2 millisecondes. C'est impossible, c'est pas possible. En 2013, en tout cas, c'est possible. Pareil pour les capteurs infrarouges, on est limité, alors en fonction du capteur infrarouge, bien sûr. Par exemple, là, il n'y a pas de capteur infrarouge, mais sur ces bases ici, ce truc-là, c'est un capteur infrarouge. Voilà. Et ça, c'est des émetteurs infrarouges. Je peux les éloigner, ça marche, ça marche, ça marche. Mettons que j'ai la version sans fil, je n'ai pas la version sans fil. Si je m'éloigne à 6 mètres, ça ne marche plus. Voilà. Il faut vraiment faire une énorme bobine, faire des interférences sportives, ça ne marche pas. Voilà. Et ensuite, on a aussi l'œil humain. L'œil humain, c'est pas une limite technologique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'œil humain, il est très aguerri pour distinguer la réalité du faux. Par exemple, si demain matin vous vous réveillez et que je vous colle ça sur la tête, en dehors du poids et de l'aspect de la bestiole, si vous regardez avec vos yeux, vous allez vous rendre compte que c'est pas la réalité. Enfin, j'espère. À moins qu'il y ait des notes ou des gens qui sont particulièrement pas très bons en jeu des CC1. Donc, une des particularités de l'humain, c'est qu'il distingue l'espace interpixel. C'est pas du chinois l'espace interpixel en fait. Sur votre dalle d'ordinateur, sur votre ce que vous voulez,
Dans votre téléphone, vous avez un ensemble de pixels, des petits carrés colorés, je peux commencer par un pixel, qui sont dans votre dalle, et il y a un espace entre tous ces pixels, qui est l'espace interpixel. Et en général, c'est à ça que vous reconnaissez un écran, parce que vous pouvez distinguer le pixel dessus. Voilà. Donc maintenant, sur les télé HD du futur, il faudra vraiment coller sa tête sur l'écran pour voir le pixel, mais quand on vous colle l'écran à 1 mm des yeux, vous les voyez vachement bien les pixels. Donc ça, c'est une des premières limites. On arrive à voir l'espace interpixel, c'est pas beau, c'est moche, ça ressemble à une grille en face des yeux. Et pour le moment, c'est une limite technologique. On peut faire des écrans OLED, on peut faire des écrans HD, des écrans sans pixels, c'est des écrans. Maintenant, je pense que ça parle de lui-même. La question de l'ergonomie, je pense que tout le monde connaît le principe de l'ergonomie, comme simple à utiliser, qui marche. Ça c'est pas ergonomique. Ça, c'est pas ergonomique du tout. Ça, c'est un écran CRT, on a fait un trou dedans, on a mis la tête de la personne. C'est pas bon. Et si on fait ça sur le marché, on fait comme Sony. Donc, comme je l'ai précisé, ça, c'est un casque qui présente un important problème d'ergonomie. Voilà, tout le monde est d'accord. Personne n'a fait ça. Je vais vous l'offrir, alors il est en vente. Et il est super bien, mais en fait, je le conseille pas. Ou alors si tu as une nuque très forte, genre Mike Tyson, remuscle le cou. Non, ça marche pas si. C'est vraiment une. Et le problème, c'est que le problème d'ergonomie dans la réalité virtuelle, il y en a un paquet. Et pourquoi il y en a un paquet, c'est assez logique. Parce que quand tu utilises ton appareil de réalité virtuelle, t'émules, c'est-à-dire que tu simules le fonctionnement d'un de tes sens. Par exemple, la capacité à se déplacer ses bras en 3D, à voir, à bouger sa nuque, ce genre de choses. Ça, c'est naturel, on le fait tous naturellement. Saluer quelqu'un, faire un doigt d'honneur à quelqu'un qui traverse devant vous quand le feu est vert, c'est des choses qu'on fait naturellement, des gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours. Braquer une banque, ce genre de choses. Enfin, moi, je le fais pas personnellement, je ne peux pas non plus. Et ça, si on le fait dans un environnement virtuel, on a la question d'ergonomie qui se pose. Par exemple, moi, si je veux faire un doigt d'honneur dans mon environnement de réalité virtuelle, je fais ça, mais c'est pas réaliste. Mais l'objectif, c'est pas que ce soit réaliste, c'est que ce soit le plus ergonomique possible. Donc, la question de l'ergonomie se pose. En matière d'ergonomie, il y a quand même les 4 grands points en particulier. Peser un poids raisonnable, c'est pas le cas, ça c'est pas un poids raisonnable. Être maniable, c'est bien, cet exemple est vachement bien, c'est pas maniable du tout. Même le casque maintenant est pas maniable du tout. Et simple à configurer, ça c'est le problème de la réalité virtuelle. Quand vous utilisez ce genre de casque, vous vous rendez bien compte que c'est un modèle unique, d'accord? Ça c'est un modèle unique, on ne peut pas avancer les yeux, on ne peut pas les rapprocher, on est figé, on est bloqué. Vraiment bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le configurer le jour où on le reçoit. Donc, il faut configurer l'espace entre les yeux, configurer le champ, ce genre de choses. Ça fait beaucoup de configurations à faire. C'est pas forcément simple pour quelqu'un qui se connaît pas. Donc, il faut vraiment sortir quelque chose sur le marché qui soit simple, ergonomique. Bon, ça commence déjà à faire beaucoup de conditions. En plus, en matière d'ergonomie, je sais pas vous, mais moi je connais tout un tas d'appareils qui sont déjà ergonomiques de base. Donc il suffit d'imaginer, si on fait ça, vous demandez aux concepteurs, aux ingénieurs de faire quelque chose d'ergonomique, c'est vachement dur. Donc pour ça, on a inventé un métier. Ça s'appelle l'ergonome. Et l'ergonome, il vient chez vous et il vous dit si votre appareil est ergonomique. Et sur le marché de la réalité virtuelle, les ergonomes, ils aiment particulièrement bien se déplacer. Et ils ont souvent la même remarque. Je vous l'ai dit comme ça, texto. La remarque, c'est de la merde, ce truc. Voilà. C'est vraiment ça, la remarque. Textuellement, c'est pas simple à utiliser, c'est pas beau, c'est moche. Et clairement, vous ne passerez pas à la télé à 20h. Pour une pub d'iPhone, ça passe. Voilà. Les gens vont se demander ce que c'est. Vous enlevez le fil parce qu'on n'ouvre pas les fils à la télé. Wow, super. Génial pour la publicité. Ça ne marchera pas. Vous allez vous faire jeter. Voilà. Donc la réalité virtuelle est moche. La réalité virtuelle est bien. Voilà. Il y a une beauté intérieure derrière, il faut vraiment y faire attention. Mais on ne peut pas présenter ce genre d'appareil. En plus, comment vous voulez faire vivre à l'utilisateur la sensation de la réalité virtuelle? On comprend ça, ça vous donne envie d'acheter ça?
Enfin, moi, honnêtement, je vois ça, je pense à un instrument de torture ou le truc qu'on te met quand tu vas, tu sais, chez quand t'as une maladie des yeux, chez l'ophtalmo. Hein, hop, t'as l'impression qu'il te colle ça sur la tête pour regarder l'état de tes yeux, quoi. Et encore, c'est plus petit, ouais, en plus. Donc, ça, on peut pas le montrer à la télévision. Par contre, je vais vous montrer tout un tas de personnes qui sont en train de s'immerger à fond dans leur environnement 3D, qui sont en train de taper des dragons, etc. Alors qu'ils sont bon. Ils sont à fond dedans, et dans la publicité, ils n'ont jamais su vendre de la réalité virtuelle. J'en parlerai après, mais la publicité n'a jamais su vendre ça. Et d'ailleurs, je dis pas que c'est invendable, hein, mais j'attends le publicitaire qui va être capable de vendre ce genre de truc. Ça marche pas. Pour le moment, c'est vraiment des gens initiés qui achètent ça, et vous ne tomberez jamais sur quelqu'un, genre votre collègue de bureau, au détour d'une machine à café, comment tu vas super bien, j'ai acheté un petit frites, génial, quand même. Ça marche pas. Voilà. Un truc si vous m'avez en côté, et un peu spécial en fait, de collègue. Merci. Donc justement, on parlait des attentes des consommateurs et de la publicité. Bah, ça tombe bien parce que j'ai fait le slide juste pour ça, pour vous montrer un peu les publicités qui sortaient de Nintendo en 95. Je vais peut-être me déplacer pour que les gens voient tout ça. En 95, Nintendo sortait un produit qui s'appelle la Virtual Boy. Et personne ne le connaît, et c'est normal, je vous rassure. Bah, moi, ouais, du coup, je pense que je vais vous voir souvent enlever la main, mais ouais, on a deux connaisseurs dans la salle. C'est horrible. C'est horrible, voilà. J'en parlerai après, mais il y a une petite diapo juste sur ça, donc franchement. Voilà, donc Nintendo a sorti un appareil de réalité virtuelle en 95. Et tout le monde, ils l'ont fait avant la Wii. Et ça aurait très bien pu s'intituler, si c'était sorti en ligne, la stratégie de l'échec. Voilà. C'est un périphérique 3D, ce qui était bien, qui était génial, qui était vachement innovant. Et il était tellement innovant qu'il ne s'est pas vendu. Voilà. Donc il y a une raison à ça. Et la première raison, c'est la réalité virtuelle. Quand vous en parlez à quelqu'un, il s'imagine immédiatement avoir un truc Avatar. Il s'imagine Avatar, il s'imagine Matrix. Hop, je suis dans le jeu, je me déplace. Hop. Non, c'est pas ça. La réalité virtuelle actuellement, c'est des câbles, des trucs à configurer, des appareils à brancher, ce genre de choses. On galère, c'est dur, voilà. Mais il y a quand même une qualité derrière, supposée par les futurs acheteurs, qui va en adéquation avec la qualité qu'on sait proposer. Les deux, hop, ça marche pas. Donc l'imaginaire collectif, grâce à la publicité, c'est génial. Je veux dire, si je parle de réalité virtuelle là actuellement, quelqu'un qui a jamais testé un outil de réalité virtuelle pour de vrai, est-ce qu'il va me dire que c'est génial? Qui a déjà testé la réalité virtuelle déjà? Voilà, avec le chapeau. Ah voilà, bah, donne-moi ton avis, dis-moi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est génial? C'est assez immersif, mais c'est vrai que... T'en vois les limites? On les voit tout à fait dans le sens où, ne serait-ce que quand on met un casque, ne serait-ce que quand on met un casque ou quand on le retire, la sensation, elle se sent tout de suite. C'est ça. C'est vachement immersif, mais... c'est immersif, mais tu vois les limites. Ouais. Voilà. Quand je demandais à quelqu'un qui n'a jamais testé une réalité virtuelle, mais qui en a déjà entendu parler, qui voit un peu le principe, il y en a un ici. Oui, dis-moi la qualité que tu ressens ou que tu imagines. J'imagine, comme tu disais tout à l'heure, Avatar, Matrix. Avatar Matrix, voilà. C'est très loin. Bah voilà, le problème c'est que tu passeras en premier tout à l'heure justement avec le test du casque. C'est pas toujours Avatar ou Matrix. Même en général, quand les gens testent, ils ont plutôt tendance à dire que ça se rapprocherait de Tron. Tu sais, le truc en 2D là, avec les voitures qui se déplacent en 2D. Et, voilà. Et je dirais même, en fait, il y en a qui disent que ils n'ont pas une grande estime de la réalité virtuelle. Et c'est en partie pour leur a priori positif, voire très positif, parce que la publicité, les films nous ont gavé de réalité virtuelle super immersive, qui étaient souvent anticipatrices. Donc vous avez des séries, ça ne me vient pas de suite à l'esprit, vous avez beaucoup de séries qui essayent d'anticiper le futur, et on vous montrait des périphériques de réalité virtuelle. On y était, hein, on était vraiment sur scène, on était en train de faire des trucs, etc. Et ça, dans l'imaginaire collectif, ça s'est imprimé. C'est vraiment, en gros, la réalité virtuelle, il n'y a pas de fil, c'est parfait. C'est le monde hollywoodien, quoi. C'est vraiment le truc parfait, l'utilise, d'ailleurs, ça marche. On enfile le casque sur la tête et on manipule en 3D des données. Et à l'heure actuelle, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est
Bon, on se heurte à ce mur de l'imaginaire collectif et de la réalité en elle-même. Et Sony en a fait les frais quand ils ont été testés par tout un tas de magazines sur leur casque. Et les gens s'attendaient à voir un film. Ils s'imaginaient plus que ce que la réalité virtuelle et le produit pouvaient leur offrir. Donc c'est même pas une question d'ergonomie, c'est pas une question de qualité, c'est vraiment une question de limite technologique et d'impression qui était forcément très positive, donc en réalité c'est montré totalement négatif. Il y a vraiment eu ce décalage entre l'imaginaire et la réalité des choses. C'est la sélection. Donc, je vous parlais de stratégie de l'échec. J'en tiens un bon échec. Ça, c'est le Dominique Farrugia de la stratégie de l'échec. C'est l'échec personnalisé. Si l'échec avait un nom, ce serait Virtual Boy et réalité virtuelle foirée, c'est synonyme. Donc, Nintendo en 95 a eu une idée géniale. En fait, Nintendo a souvent eu des idées géniales, mais il n'a pas su les exploiter, sauf avec la Wii. Ils se sont dit, on sait faire des bonnes machines, on sait faire des bons jeux vidéo, et on aime bien être anticipé des avancées du marché. Et en plus, ça s'est prêté bien au début. Ils étaient au Japon. Le Japon, c'est vraiment l'endroit où tu peux sortir tout un tas de dispositifs bizarres, forcément s'exporter un jour ailleurs. Manque de chance pour eux, leur appareil était vomitif. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le terme, je pense qu'il y a un utilisateur là-bas qui est en train de sourire. C'était ça, c'est vomitif le terme exact ou... C'est dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. C'est pas parce que c'était rouge, hein. C'était pas d'anticommunisme primaire, c'était vraiment dégueulasse. C'était noir et rouge, et c'était censé être immersif avec sa manette, etc. C'était vraiment la réalité virtuelle basse qualité, pas super. Et ça a fait un flop. Enfin, c'est pas surprenant, maintenant on en parle, avec depuis les années 2000, évidemment, tu vas être un peu critique sur les graphismes. C'était pas ça du tout. Au contraire, c'était vachement en avance sur son temps. C'était l'équivalent d'une Super Nintendo portable qui fait de la 3D, et en plus, c'est parfait quoi, pour le gamin, il va se coller ça sur la tête. C'est-à-dire, t'es un parent, t'achètes ça à ton enfant, tu lui mets sur la tête, t'es sûr d'être tranquille, en théorie. Sauf que les mômes, une fois qu'ils sortaient leur tête de l'appareil, vomissaient partout. C'est ennuyeux ça pour le coup, parce qu'on était un peu déçus par le produit. Je parle pas des parents, je parle des mensonges. C'était pas spécialement parfait. Il y avait encore des trucs à voir. Alors c'était pas une question d'ergonomie, hein, parce que l'ergonomie était parfaite. Nintendo s'est pas embêté. Ils se sont dit on n'a pas envie de coller des manettes aux enfants, parce qu'on se tapait sur la tête. Ou alors ils vont l'envoyer sur leurs parents, oui, quoi. Tout le monde a défoncé au moins un écran LCD je pense à Wiimote plus long. Là, c'est... Ouais, il y a des gens qui sont un peu plus positionnés que d'autres, mais moi, la première fois que j'ai fait un essai, j'ai lancé la Wiimote dans la gueule. Il s'est plein lancé de Wiimote. Et voilà, Nintendo, c'était pas des adeptes de ce genre de pratique à l'époque. Donc ils avaient pensé à une manette toute simple, toute manette, classique, du genre, manette Xbox, et ils l'ont réutilisé à une base. Donc c'était pas un problème d'ergonomie, ce que vous voyez là. C'était juste un problème de design non plus. Juste un problème que la limite technologique de l'époque était trop importante. Et ça justement, on a le droit de se demander aujourd'hui si la limite technologique de l'époque, c'est pas exactement le même problème qu'à l'époque de la Virtual Boy. C'est-à-dire que nous, on est encore avec des câbles, tac tac tac, voilà, on est encore limité à des écrans 1080 x 900. On a encore tout un tas de limites et on ne sait pas vraiment si le marché est prêt à recevoir une offre vendue en grande quantité et que les gens l'achèteraient. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un, c'est quelque chose d'assez redondant, quelqu'un qui va vomir en utilisant l'appareil. Et ça, en général, quand en tant que vendeur, on vous explique que quelqu'un a vomi en utilisant votre produit, c'est pas bon signe, quoi. C'est vraiment pas bon signe si quelqu'un vomit en utilisant le produit. Vous sentez qu'il y a un problème d'ergonomie ou quelque chose, ou comme pour les produits Apple, quand les gens vomissent, c'est une question de design. Depuis tout à l'heure, vous prenez un peu cher les fans d'Apple, mais j'en vois pas dans la salle. Non mais c'est bien, c'est bien. Tom ici, Bon, je vais pas me faire un chien. Je vais arrêter avec Apple, c'est bon, je vous laisse. Non, continue. On s'abandonne à la suite. Bon, c'est bon, je vous laisse tranquille les fans d'Apple. Donc pour l'avenir du marché grand public, les questions se posent. En matière de questions, justement, il y en a une bonne. Est-ce que ça va aller
en grandissant la réalité virtuelle ou est-ce que plutôt tout le monde va abandonner parce que pour le grand public c'est fini, on ne veut plus en entendre parler, c'est une catastrophe. C'est un peu bizarre parce que il y a des entreprises comme Sony qui tiennent un double discours. Par exemple, Sony a voulu sortir il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, un casque de réalité virtuelle pour la PS4. Ils en ont parlé, et ils en parlent beaucoup encore. Ils se disent est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne le fait pas. Et ils ont dit ouais, on va pas le faire pour le moment, ils sont encore en train de douter. Alors ils ont tenu un double discours, non, c'est pas vraiment un casque de réalité virtuelle, c'est un casque bon, voilà, j'ai pas envie de s'engager. Parce que ça, je considérais les investisseurs, ils vont suivre. Mais à côté de ça, Sony sort des casques de réalité virtuelle, des vrais, pas pour la PS4, sur le marché. Donc ça veut dire qu'ils ont un double discours. D'un certain côté, c'est on n'a pas envie de se mouiller, mais on ne va pas prendre la température du marché. Hein, c'est comme on n'a pas envie de manger le gâteau, mais on ne va pas prendre le doigt dedans. Et eux, ils ont vraiment trempé le doigt dedans parce qu'ils ont commencé à déposer des brevets. Et des brevets particulièrement intéressants parce qu'eux, ils déposent des brevets pour guider des jeux guidés par la pensée. Donc eux, ils sont vraiment très loin dans le futur, ce jeu. On sent un peu sur la lune. Donc c'est personne qui a Sony Xperia. C'est des inquiétudes Sony, ça dérange pas. Apple, j'ai compris, donc Sony a continué à garder des brevets, à savoir que Sony a blindé les registres de brevets qui sont posés les uns après les autres sur on va breveter ci, on va breveter ça, on va breveter la technologie pour guider des fusées spatiales avec la pensée en réalité virtuelle. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même des gens. Le marché en apparence a l'air calme, parce qu'il l'est, il n'y a rien sur le marché pour le moment, pour le grand public quasiment, mais ça avance dans les coulisses, ça se prépare pour le futur. Donc les gens intéressés par la réalité virtuelle, il y en a un, et il s'est montré particulièrement friand de brevets, c'est Microsoft. Ah, vous connaissez tous, Xbox One avec comment on appelle ça déjà, c'est le Kinect qui permet de guider ses mouvements. Enfin, c'est un périphérique de réalité virtuelle. C'est ça, Kinect, c'est un périphérique de réalité virtuelle, il sert de petits lasers et de signaux pour essayer de capter votre position 3D. Voilà. Et Microsoft, eux, ils commencent à établir une stratégie, c'est un peu ambigu. Est-ce qu'ils ont envie d'introduire ça dans Windows? Ils l'ont montré par le passé, oui, ils ont envie de le faire. Ils ont envie de guider un jour l'ordinateur par le Kinect. Mais oui, ils veulent aller vraiment encore plus loin dans la réalité virtuelle et ce sera dans le futur. Que ce soit pour la Xbox, ou pour Windows, peut-être qu'un jour, vous ouvrirez la suite Microsoft Office avec vos mains, juste en faisant des signes comme ça en face d'un Kinect, et vous commencerez à le guider avec vos yeux, à vous déplacer en 3D dans votre classeur Excel, pour faire de la donnée 3D. Non, enfin, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que les gens ils vont s'immerger dans le monde d'Excel. Hein. Il n'y a pas grand monde qui a envie de s'immerger dans le monde d'Excel. Qui aime les chiffres, s'immerger dedans. Tu dis motion image, tu as entendu parler de ce truc. Mais on peut faire à peu près ce genre de choses. Oui, on peut déjà faire ce genre de choses. Ça a été fait même dans tout un tas de séries, il y a NCIS, Iron Man le reprend. Beaucoup de séries où ils reprennent le principe justement de Big Motion. C'est de la réalité virtuelle, mais on n'est pas encore dans l'environnement 3D, même si ça reste là-dessus. C'est une forme de réalité virtuelle en quelque sorte. Et oui, pour le moment, ils veulent pousser le concept encore plus loin, avec des brain machines où, avec les ondes de ton cerveau, tu vas vraiment guider ton ordinateur, ce genre de choses, et dans un environnement 3D. Donc vraiment, on va quitter le bureau 2D, un peu comme les jeux vidéo ont quitté la 2D pour passer en 3D et devenir des Call of Duty. Hein, on est passé de Super Mario à Call of Duty, peut-être qu'un jour on passera du bureau de Windows qui est statique à un bureau en 3D dans lequel tu t'immergeras. Ouais. Est-ce que tu définirais une réalité virtuelle dans le sens où on pourrait immerger une personne complètement sans casque? Ouais, c'est une forme de réalité virtuelle. Alors, c'est ça qui arrivera. Est-ce que tu as regardé le projet Illumiroom de Microsoft? Ils sont en train de faire ça. C'est une équipe de recherche chez eux. Et en fait, c'est un principe d'un vidéoprojecteur avec une Kinect basée dessus. Ça scanne en fait le format de tout l'appartement ou du logement où on est avec la télé. Ça analyse Désolé, ça analyse en fait tout l'environnement autour de l'écran où admettons on va jouer avec Boxeo. Et en fait ça capte une image par-dessus. Sur le projecteur, en fait ça capte une image par-dessus la télé en fait et tout l'environnement où on se trouve. Et en fait l'immersion est quasiment totale dans le sens où la personne elle ne voit que ça devant elle. Donc même si elle ne bouge pas,
C'est une forme de réalité virtuelle, sauf qu'en fait, on te sort le périphérique, en fait, c'est toi qui deviens le périphérique, en fait. C'est ça la stratégie. Ouais, ça rentre en fait dans le... On avait listé en 1000 grammes au-dessus de mon diaporama, si tu te souviens, qui avait sorti un espèce de schéma très simplifié, dans lequel tu avais réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité, on ne sait pas trop quoi. Voilà, donc clairement, en fait, la technologie, c'est un peu dans le milieu, est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Ça appartient au domaine de la réalité virtuelle, mais pas vraiment, ça se met à mi-chemin de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. D'accord. C'est un gadget pour le moment. Mais Microsoft, voilà, ça prouve que Microsoft commence déjà à développer des projets, à penser dans leur tête que nous, on va faire le futur de Windows, de la Xbox, ce genre de choses. Et comme la fille là-bas avait l'air vachement intéressée pour s'immerger dans le mode Excel. Moi, à choisir, je vais bien faire dans l'équipe XXL, mais dans le mode Excel. Je parle pas de la chaîne de Marc Dorcel, je parle d'un grand monde de connaisseurs. Je sais pas quelle est cette chaîne, je regarde. C'est un genre de chose, j'ai pas la télé. Je fais pas de redevance. Et voilà, merci d'avoir suivi la conférence. Je vous libère. J'espère que j'ai pas trop fait surchauffer votre cerveau. Bravo. Comme j'aime pas utiliser sans rien, il y a aussi une petite démonstration de réalité virtuelle sur les gens qui sont immergés. Allez, aux araignées. Moi, je vais y aller.